Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Dans cette émission, nous nous sommes souvent interrogés sur la question du déclin, de la décadence, partant du principe qu'un libre journal de la défense ne pouvait ignorer le panorama civilisationnel dans lequel se posent les questions militaires. D'ailleurs, il faut souligner que dans les grands médias, ceux-là même qui agitent les menaces de guerre, eh bien, l'on se garde d'évoquer l'état réel de nos sociétés, qu'on imagine faire entrer dans l'ère de l'économie de guerre et de la mobilisation, et donc la mobilisation des énergies face à un danger décrit comme pressant dans le temps comme dans l'espace. Aussi, dans la suite de notre émission de janvier dernier consacrée à Oswald Spengler, nous recevons Axel et moi. Bonjour Axel. Bonjour Philippe. Michel Geoffroy. Bonjour. Bonjour Michel Geoffroy. Je sais que certains auditeurs vont sursauter, voire pire, à l'écoute ou en entendant que si nous vous invitons, c'est en particulier pour votre livre publié en 2024 aux éditions Via Romana, Occident, Go Home. Alors, vous nous expliquerez un petit peu ce qui se cache derrière cette provocation sémantique, surtout à l'antenne de Radio Courtoisie. Mais Michel Geoffroy, tel un médecin, vous établissez dans cet ouvrage le tableau des pathologies de l'Occident que vous définirez, mais malgré leur caractère dramatique, mortifère, eh bien, vous nous proposez un traitement dans la dernière partie de votre ouvrage visant à un relèvement, mais un relèvement qui suppose volonté et ressources de l'esprit et de l'intelligence. J'achève là mon introduction en indiquant que cet ouvrage a été rédigé avant la réélection de Donald Trump, ce qui nous amènera à vous demander si cet événement modifie profondément le cours des choses en Occident, ou s'il se contente de l'accompagner. Et donc, avant de réévoquer tout cela, eh bien, je laisse Axel présenter notre invité. Voilà, Michel Geoffroy, vous êtes ancien de Sciences Po Paris, énarque, et ancien haut fonctionnaire au ministère des Finances. Depuis une dizaine d'années, vous vous consacrez à l'écriture de livres autour du thème de la défense de l'identité européenne, et vous êtes un contributeur régulier à la Fondation Pollemia. Aux éditions Via Romana, vous avez publié en 2015, en collaboration avec Jean-Yves Le Gallou, le Dictionnaire de 9 langues. En 2018, la superclasse mondiale contre les peuples. En 2020, la nouvelle guerre des mondes, la 4e guerre mondiale. En 2021, le crépuscule des Lumières. Et donc en 2024, Occident Go Home, avec le sous-titre « Plaidoyer pour une Europe libre ». Vous avez également publié aux éditions de la Nouvelle Librairie en 2021 « Immigration de masse, l'assimilation impossible » et en 2023 « Bienvenue dans le meilleur des mondes ». Merci Axel. Alors pour la clarté de notre conversation, je veux indiquer à nos auditeurs que nous l'articulerons en 3 parties. La première, est-ce que l'Occident est une caverne au sens platonicien ? C'est ce que vous dites, que vous expliquez dans la première partie de votre ouvrage. La deuxième partie, eh bien, ce sera un entretien sur qu'est-ce que ce monde réel en ce 21e siècle. Et puis, la troisième partie, qu'on peut appeler le sursaut, et ce qu'il peut advenir à partir d'une prise de conscience salutaire de notre déclin. Et je rappelle à nos auditeurs que cette émission est enregistrée, et donc les auditeurs ne peuvent pas intervenir en direct, mais que c'est avec beaucoup de plaisir que nous prendrons connaissance de leurs questions, de leurs observations à travers la messagerie électronique. Alors, mon cher Michel Geoffroy, cette première partie d'émission, nous l'intitulons « L'Occident, une caverne, point d'interrogation ». Voilà, alors, que dire de cette caverne ? La caverne, c'est le lieu dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde qui ne correspond plus à la réalité. C'est un monde qui est façonné, en particulier par le pouvoir médiatique, mais et d'une façon générale par un pouvoir culturel qui obéit à un certain nombre d'impératifs idéologiques
mais qui a comme caractéristique fondamentale de nier le réel. Je dirais que c'est un des aspects de ce qu'on peut appeler le progressisme. Alors je sais que quand on évoque ce terme, certains disent « mais non, il ne faut pas utiliser le progressisme parce que nos ennemis ne poussent pas au progrès, ils poussent au contraire à la régression ». Oui, c'est vrai, mais en même temps, ce sont des gens qui prétendent incarner le progrès de la société, le progrès de l'homme. Mais la caractéristique dans l'histoire de tous ces progressistes, ça a toujours été de nier la réalité. Et en particulier de nier la réalité de l'homme, la réalité humaine, de vouloir créer un homme nouveau. Alors aujourd'hui, on ne dit pas homme nouveau, on dit homme déconstruit ou homme augmenté, selon les interlocuteurs, mais c'est toujours la même utopie, c'est-à-dire de créer quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Et donc, je crois si on veut comprendre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, certains parlent de l'empire du mensonge. Je pense que c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que le mensonge ? Le mensonge, c'est pas l'erreur. Le mensonge, c'est le refus de la vérité. La volonté de refuser la vérité. Eh bien là, c'est le cas. Aujourd'hui, prenons un exemple. Le wokisme, c'est un refus de la réalité humaine, notamment le refus de la distinction sexuée, qui est une des composantes fondamentales de la vie, qui est même plus large que la vie humaine. Donc non, on veut dire, mais non, les sexes n'existent pas. Les sexes sont une construction culturelle, mais ils n'ont aucune réalité. Il n'y a pas de nature. Et donc, le fondement de l'idéologie dominante aujourd'hui en Occident, c'est-à-dire l'idéologie progressiste, alors qu'on pourrait l'appeler d'autres noms, on pourrait l'appeler l'idéologie égalitaire, l'idéologie de la gauche, enfin peu importe, cette même réalité, c'est la négation de la réalité. Et donc c'est la négation du monde extérieur. C'est pour ça que j'ai repris cette vieille image de la caverne platonicienne. Je ne veux pas rentrer dans le monde des idées platoniciens, mais cette idée que les gens prennent les ombres sur le mur pour la réalité est une magnifique image. C'est le monde médiatique dans lequel on vit. C'est-à-dire que les gens croient que ce qu'ils voient dans l'écran ou ce qu'on leur dit sur Wikipédia, c'est la réalité. Alors, je suis sidéré de voir le nombre de gens qui se promènent maintenant avec leur portable à la main dans la rue. Donc ils vivent dans un autre monde, un métavers, où l'image médiatique a pris la place de la réalité. D'ailleurs, ce qui ne passe pas dans les médias n'existe pas. Les faits divers qui ne passent pas dans les médias n'existent pas. Un livre qui ne passe pas dans les médias n'existe pas. Une œuvre qui n'est pas médiatisée n'existe pas. Bon, donc c'est ça ce monde dans lequel nous vivons en Occident depuis longtemps, mais moi je dirais surtout depuis la fin du XXe siècle, où notamment le pouvoir médiatique s'est affirmé avec le pouvoir culturel. Ça a résulté d'une stratégie consciente de conquête du pouvoir culturel et de l'instrument médiatique comme moyen de formatage de l'opinion. Et donc, c'est pour ça que je dis la caverne. Le drame, alors jusqu'à présent, c'était très bien de vivre dans la caverne parce que, jusqu'à présent, les Occidentaux étaient puissants. Et donc, après tout, qu'ils vivaient dans un monde éthéré, utopique, c'était pas trop grave parce que, de toute façon, ils avaient les moyens de se faire respecter. Aujourd'hui, c'est fini. Nous sommes dans un monde où la puissance s'est diffusée dans le monde. J'aime bien reprendre la formule de Samuel Huntington qui dit « le monde s'est modernisé sans s'occidentaliser ». C'est-à-dire que les Occidentaux, pendant très longtemps, avaient le monopole de la puissance dans différents domaines. La démographie, les Occidentaux ont conquis un monde vide. En Afrique, il y avait moins d'Africains. En Afrique, moins d'Africains que d'Européens en 1950. Je veux dire, bon. Donc, ils avaient la domination scientifique. Ils avaient donc la domination militaire, les deux allant de fait. Ils avaient la domination économique. C'était quand même les zones les plus riches du monde. Et puis enfin, ils avaient la domination morale. Ils avaient la foi dans... D'abord, ils avaient la foi, parce que largement... l'occidentalisation du monde a été aussi une christianisation du monde, et ça a joué. Et puis ils avaient la foi, ou bien dans leurs valeurs éternelles, etc., dans les lumières, mais ils avaient la foi. Tout ça, aujourd'hui, tout cet avantage stratégique, si je puis dire, de l'Occident, est en train de disparaître, et est en train de disparaître sous nos yeux. Et donc,
Les Occidentaux en général, les Européens en particulier, découvrent que le roi progressiste est nu. Ils découvrent qu'ils ont vécu dans un monde qui n'existe plus, qui n'existe pas, et qui vivent maintenant dans un monde nettement plus dur que ce que l'on voit sur des grands médias dont je ne citerai pas le nom. Alors, au sens géographique du terme, l'Occident, c'est à la fois l'Europe, les États-Unis, parfois on y adjoint le Japon non pas pour des raisons de civilisation, mais de rapprochement par rapport au bloc ou à la puissance américaine. Mais est-ce que vous faites une différence, on y reviendra en évoquant l'arrivée, la réélection de Donald Trump, mais est-ce que cette idéologie dominante, cette caverne, concerne de la même façon Européens et Américains? Alors, moi personnellement, je considère que le terme Occident aujourd'hui a changé profondément de sens. Pendant très longtemps, il y avait un recouvrement entre civilisation européenne, monde occidental et chrétienté. Grosso modo, ça se recouvrait. Hein. Même si on peut arguer que en fait, les États-Unis, le Nouveau Monde, c'est en fait une rupture avec la civilisation européenne. Je crois que c'est vrai. Mais globalement, ça appartenait aux mêmes catégories. Aujourd'hui, ce sont des choses tout à fait différentes. Je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui Occident, c'est tout simplement, d'abord, c'est une définition idéologique et non plus véritablement... Plus idéologique que géographique. Oui, d'abord, je considère qu'il n'y a aucune continuité géopolitique entre le Nouveau Monde et l'Ancien. Désolé pour les atlantistes, c'est deux choses différentes. Bon, et qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'Occident? C'est un espace ouvert un peu à tout vent et qui est surtout dominé par une superpuissance qui était les États-Unis et dominé par une idéologie qui est l'américanisme, qui est la forme qu'a pris le progressisme à la fin du XXe siècle. Il y a eu plusieurs formes, le progressisme a pris plusieurs formes dans l'histoire. Il y a eu la forme communiste, il y a eu, puis il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'apparition d'une version progressiste de l'américanisme, de l'idéologie américaine, qui repose sur un certain nombre d'éléments fondamentaux qu'on voit d'ailleurs dans les films américains. Il suffit de regarder un film américain pour comprendre ce que c'est que l'idéologie américaine, c'est-à-dire l'individualisme, le culte de l'argent, la violence, le rôle du juge. Le rôle du juge, dans tous les films américains, ça se termine toujours devant un juge. Et puis il y a derrière, bien sûr, l'idéologie du puritanisme, qui est une forme particulière religieuse. On pourrait dire c'est une hérésie religieuse, il faut le rappeler, c'est une forme particulière du protestantisme, assez violente, avec le mythe de la nation élue, l'idée de l'élection, qui est au cœur du puritanisme, et l'idée aussi que la richesse est la preuve que vous êtes élu. Une vision qui est quand même très différente de la façon dont notre civilisation percevait l'échelle des valeurs. Je ferme la parenthèse. Donc aujourd'hui, l'Occident, ça désigne cet espace qui est vassalisé, dans tous les sens du terme, pas forcément péjoratif, qui obéit à une superpuissance qui était la superpuissance américaine. Et donc c'est ça aujourd'hui l'Occident, mais c'est un espace qui est en rétractation à l'échelle du monde pour deux éléments principaux. D'abord, les autres États civilisationnels sont en train de se développer et acquérir la puissance. Donc, par un effet mécanique, naturel, dès lors qu'arrivent de nouveaux entrants sur le marché de la puissance, évidemment, ça diminue la puissance relative des autres. Alors, avant d'aller plus loin sur ce sujet, c'est-à-dire les autres, on parle souvent de l'autre, mais les autres ont une autre vision du monde, c'est le cas de le dire. Vous qui êtes énarque, je vais me risquer à une question un peu personnelle. Oui. Comment expliquez-vous l'assujettissement intellectuel de ce qu'on appelle les élites? D'ailleurs, c'est curieux, ça fait une quinzaine d'années que ce terme élite, qui était quand même banni de tous les cerveaux pour des raisons égalitaires, est revenu à la surface et d'ailleurs est mis en avant
par ceux-là même qui Oui. prônent l'horizontalisme. Mais comment expliquez-vous, peut-être plus à partir de la chute du mur en 89, ce qui semble être un assujettissement de nos élites à la pensée dominante libérale, ce que j'appelle libérale-libertaire. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là ? Oui. Oui, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Oui. Il s'est passé plusieurs choses, mais dirait Monsieur de la Palisse, la première chose quand même qui s'est passée, c'est la chute du communisme. La chute du communisme a libéré. Les gens avaient peur du communisme. Les possédants avaient peur du communisme. La bourgeoisie, donc la gauche, parce qu'en France, la bourgeoisie, c'est la gauche, c'est la même chose, depuis 1789, ça n'a pas changé. Bon. Les gens avaient quand même peur du communisme et donc ils avaient peur du peuple. Et donc, le jour où le communisme s'effondre, les puissances sont libérées. Ils ne craignent plus la révolution. Et il y a quelqu'un qui a diagnostiqué ça, à mon avis, d'une façon remarquable, c'est Christopher Lasch, dans un livre célèbre qui s'appelle La révolte des élites, précisément. Alors, ça s'oppose. Pendant très longtemps, on pensait que la révolte viendrait des peuples. Ortega y Gasset fait un livre qui s'appelle La révolte des masses. On pensait à ça, on pensait à Evola parler du quatrième État. Le quatrième État, c'est le prolétariat. Tout le monde était fasciné par ce qui s'était passé en Russie. Et donc, on pensait qu'avec le communisme, le prolétariat allait prendre le pouvoir. Et Christopher Lasch, dans les années 80, qui lui examine la société américaine, Christopher Lasch est un homme de gauche. Il voit apparaître la nouvelle gauche américaine. Et il dit pourquoi c'est les élites qui se révoltent ? Parce qu'elles considèrent maintenant qu'elles ont le pouvoir, elles ont le droit et le pouvoir de changer la société à leur profit. Et donc, se crée une idéologie où on méprise le peuple. On n'est plus là pour défendre le peuple. Les déplorables dont parlait les fameux Madame Clinton. Oui, les déplorables, les gens de rien, comme disait M. Macron, etc. Ou alors ceux qui clopent, ou ceux qui clopent et roulent au diesel. Qui fument des clopes et qui roulent au diesel, comme disait Monsieur Griveaux. Oui. L'homme qui voulait déplacer la gare du Nord en banlieue et qui montrait son zizi sur Internet. Oui. Bon, donc, effectivement. Bon, donc c'est ça qui s'est passé. L'élément fondamental, c'est que la peur de la révolution a fini, c'est terminé, les gens n'ont plus peur de la révolution, et donc ils ont le droit et le pouvoir de changer la société à leur gré. Et c'est ce qui se passe. Alors c'est pour ça que le terme élite est utilisé aujourd'hui, non pas en sens qualitatif, mais plutôt en sens statistique, parce que c'est un faible nombre de gens. Mais j'observe que dans la presse dite progressiste, on utilise fréquemment le terme élite pour s'auto-proclamer, pour mépriser les autres. Et on parle des gens éduqués versus les gens qui ne le sont pas. Bien sûr. Non, mais c'est-à-dire qu'on voit, il y a un clivage absolument merveilleux. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs que la démocratie n'est plus intéressante. C'est pour ça qu'on a élaboré aux États-Unis aussi une nouvelle conception de la démocratie, qui explique que la démocratie, c'est plus la volonté populaire, puisque le peuple, il peut être bête, il peut être manipulé, n'est-ce pas ? La vraie démocratie aujourd'hui, c'est le pouvoir du juge indépendant. C'est ça la nouvelle conception de la démocratie. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle du gouvernement des juges. C'est-à-dire qu'il détient l'étape de la loi. Voilà. Et on dit, c'est ça, on est en étant des démocraties quand le juge interdit à M. Georgescu de se présenter aux élections, comme il interdit manifestement à Marine Le Pen de se présenter aux élections. Ça, c'est de la démocratie, parce que c'est la nouvelle conception. C'est une conception élitiste et élitaire. Le juge, il est omniscient. Le juge, aujourd'hui, il a les attributs de la divinité. Il est omniscient, omnicompétent, il est très juste. N'est-ce pas, par définition, il est juste. Oui, par analogie avec les termes catholiques, on peut dire qu'il est à la fois le garant du dogme, il l'approfondit avec les principes fondamentaux. Oui, il le crée même. Il le crée. Et puis en même temps, au plan pastoral, à travers ses arrêts, finalement, sa doctrine... Oui, et puis il morigène les déviants. Voilà. Les déviants. Bon. Donc l'élément majeur, je crois, qui permet de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui, dans la relation entre les élites dirigeantes et le reste de la population, c'est que les élites dirigeantes, maintenant, n'ont peur de rien. Elles n'ont peur de rien. Vous savez, c'est la vieille phrase que disait Louis-Philippe en 1848. Il disait « La République a de la chance, elle peut tirer sur le peuple ».
Eux, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ou certains disaient, elle gouverne mal, mais elle se défend bien. Oui, ça c'était autre chose. Voilà. C'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Enfin, c'est la même logique. Oui. On peut faire tout ce qu'on veut, puisqu'on incarne le bien. Donc, pour revenir à votre question, des élites aujourd'hui, ces gens sont intimement convaincus qu'ils incarnent le bien, et donc ils n'hésitent pas à imposer le bien. En plus, on ne discute pas avec le mal, on le détruit. Ça, c'est un élément très important de l'idéologie américaine. Regardez dans tous les films américains, le méchant, à la fin, il détruit, il est mort, il explose, il y a une bombe, il est incendié. Ça, c'est très fort. C'est un des éléments importants du puritanisme. En Europe, nous, on considérait toujours que l'adversaire, on finirait par discuter avec lui un jour. Et que donc, fallait quand même respecter un certain nombre de règles. Mais pas du tout. Dans le monde anglo-saxon, l'ennemi, on le tue, on le détruit, on l'écrase, on le piétine, c'est fini, on ne discute pas avec lui. On ne discute pas avec le mal. Alors, ce qui est intéressant pour revenir au cas français, c'est que de M. Minck jusqu'à M. Bompard, je le dis bien de M. Minck à M. Bompard, on a une vision de l'ennemi telle que celui qui ne pense pas comme vous, in fine, doit être détruit. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté, je rappelle. Ça, c'est pas nouveau. C'est Saint-Just. C'est la même chose. Ces gens, si vous voulez, c'est une prise de pouvoir. Donc, ces gens ne veulent pas le partager, le pouvoir. Et en plus, au plan idéologique, commencer à discuter avec quelqu'un qui pourrait démontrer que vos arguments ne sont pas bons, c'est une faiblesse, c'est une position de faiblesse. Donc, surtout pas, on ne discute pas. En silence, taisez-vous. C'est le tribunal révolutionnaire, où on n'a quasiment pas la possibilité de se défendre. Notre tribunal révolutionnaire, on le voit tous les jours sur les médias, on le voit bien. Donc, je crois qu'il y a une corruption des élites. C'est ça qui s'est produite à la fin du XXe siècle, qui n'a fait que prospérer. Les élites sont autogérées, elles sont autoproduites, elles vivent dans le même univers, elles sont invitées dans les mêmes chaînes, elles disent les mêmes choses. Ce monde est un monde en vase clos. C'est une autre forme de caverne, si vous voulez. On est en vase clos, et si jamais quelqu'un se permet de ne pas respecter la doxa de l'élite, il est éliminé de l'élite. Donc, c'est un système qui est très fermé. On peut y rentrer, mais il est difficile d'en sortir. Et donc, voilà. Donc, c'est un monde clos. Le petit problème, c'est que ces gens vivent dans un monde clos, mais ils ne se rendent pas compte que le monde est en train de changer dehors, et que les rapports de force ne sont plus les mêmes, et qu'ils ont de moins en moins de pouvoir. Alors, précisément, ce monde réel qui, d'une certaine façon, nous explose à la figure. Il met en avant les fragilités du monde occidental que vous évoquiez déjà. Là, premièrement, une propagande qui ne fonctionne plus, une économie en déclin, un affaiblissement militaire et puis une dislocation des sociétés. Mais alors, cette propagande qui ne fonctionne plus, elle ne fonctionne plus parce que les médias parallèles font apparaître une autre réalité, ne fonctionne plus parce que le monde extérieur, c'est-à-dire d'autres puissances émergentes ou ce qu'on appelle les nouveaux empires viennent frapper à notre porte. Qu'est-ce qui explique que cette propagande ne fonctionne plus? C'est l'irruption du monde de la réalité dans la caverne? Alors, je ferai une nuance quand même. Oui. Je pense, hélas, que la propagande fonctionne quand même pas mal. Donc, il suffit de regarder les sondages. On voit les gens intègrent ce qu'on leur dit. Parce que la grande force de la propagande médiatique, notamment, c'est de faire croire aux gens qui écoutent que ce qu'ils entendent, ce qu'ils répètent, c'est eux qui l'ont échafaudé. Qui l'ont pensé. Parce que c'est très difficile de dire à quelqu'un, monsieur ou madame, écoutez, vous répétez bêtement ce qu'on vous a dit à la radio. Parce que ça revient à dire, vous n'êtes quand même pas très intelligent, quoi. Vous ne pensez pas par vous-même, vous répétez ce qu'on vous dit. Je me souviens quand il y avait eu la crise des migrants, comme on dit, en 2015, quand sont arrivés des migrants, et qu'à la radio, on vous expliquait tranquillement que c'était la même chose que les boat people qui avaient quitté le Sud-Vietnam avec l'arrivée des communistes. Donc il fallait les accueillir, on avait accueilli. Et j'entendais quelqu'un qui disait ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, mais attendez, là, vous répétez ce qu'on dit à la radio. Et non, pas du tout. Mais non, c'est moi qui pense ça.
Je veux dire, la grande force de la propagande, c'est de faire croire aux gens que c'est eux qui le pensent. Et donc, les gens, quand ils croient qu'ils disent ce qu'ils pensent que c'est la vérité. C'est comme ça, c'est idiot, mais c'est comme ça. C'est un peu la victoire de Jean-Jacques Rousseau, on l'a évoqué il y a quelques semaines avec une autre émission, c'est qu'en fait, dans la vision de Rousseau, quand l'individu s'approprie la volonté générale, même si à l'origine, ça n'était pas son opinion, eh bien finalement, il se l'approprie en reconnaissant que, la majorité sauf que souveraine a raison. Rousseau, à mon avis, il n'a pas prévu la propagande médiatique qu'on a aujourd'hui. Mais on est un peu dans le même principe. On a aujourd'hui. Donc si vous voulez, je dirais premièrement, je ne suis pas si sûr que la propagande soit inefficace. Alors quand vous dites, je vous interromps, mais c'est dans la suite, hein. Quand vous entendez certains dire on a gagné le combat culturel contre l'idéologie dominante. C'est du wishful thinking, ça. Hein. Non, enfin, j'y reviendrai, mais c'est plus, à mon avis, la réponse est plus complexe qu'un oui ou un non. Donc je termine sur la propagande. La propagande a quand même une certaine efficacité. Sinon, on ne voit pas pourquoi les milliardaires investiraient autant dans les médias. Hein. Bon. Donc, la propagande a un effet. Emmanuel Macron a été élu en 2017 grâce à un coup d'État politico-médiatique, avec notamment une promotion médiatique absolument extraordinaire. Il suffit de revoir aujourd'hui les unes des livres, des journaux, vous verrez. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, maintenant, il y a un moment où on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps sur tous les sujets. Il y a des domaines où la propagande ne marche plus très bien, à l'évidence. Hein. Le domaine, par exemple, de l'immigration, le vivre ensemble. Aujourd'hui, quand à la radio, on vous dit qu'il y a eu une émeute de jeunes dans un quartier populaire, tout le monde sait traduire ça. On sait ce que ça veut dire. On fait comme les Russes faisaient au temps de l'Union soviétique, on est capable de traduire le langage officiel. Hein. Donc il y a un certain nombre de domaines où, plan économique, dans un pays où on commence à approcher des 20% de taux de chômage, parler de la mondialisation heureuse, ça marche quand même beaucoup moins aujourd'hui. Hein. Donc si vous voulez, il y a des domaines où la propagande fonctionne moins bien parce que la réalité est en train d'exploser à la figure de la plupart des gens. Hein. On le voit d'ailleurs, regardez même avec le discours écolo. Le discours écolo avec les ZFE, les taxes diverses et variées, ça commence à faire beaucoup. Les gens commencent à dire attendez, c'est moins drôle là. Hein. Bon, donc, il y a des domaines où la réalité rattrape la propagande. Rappelons-nous la fin de l'Union soviétique. L'Union soviétique vivait dans un système de propagande permanent. Les discours dissidents étaient quand même très largement interdits, où ils étaient sous le manteau, mais ils étaient marginaux. Puis à un moment donné, la réalité fait que quand les gens pouvaient regarder quand ils voyaient un supermarché en Occident et un supermarché en Russie, on avait beau expliquer que le socialisme était une victoire, il y a un moment où les faits sont plus forts. Si vous voulez, les faits sont têtus, comme disait Lénine. Hein. Il y a un moment où la réalité est plus forte que le discours. Bon. Donc, voilà, la propagande... elle existe encore un certain nombre de domaines. Je pense aujourd'hui, par exemple, la propagande sur la guerre en Ukraine, c'est extraordinaire. Hein. Je veux dire, il y a des tas de gens qui sont intimement convaincus de ce qu'on leur raconte dans les médias. Bon, il y a une propagande aujourd'hui anti-Trump extraordinaire. Bon. Donc, il y a des domaines où la propagande est efficace. Il y a des domaines, par exemple, la diabolisation de certains mouvements. La diabolisation du Rassemblement national, ça marche bien. Hein. Regardez le second tour des élections législatives de 2024. Bon, donc, il ne faut pas dire que la propagande ne fonctionne pas. Mais, tendanciellement, effectivement, la réalité revient toujours. Encore une fois, nous revenons à ce qu'on disait en introduction, l'idéologie, c'est la négation de la réalité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas nier la réalité. On peut tuer les gens, ouais, ça on peut les tuer. C'est ce qu'on fait dans l'histoire, la plupart des systèmes progressistes totalitaires. Mais la réalité, elle reste. Hein. Et la réalité, elle revient lentement mais sûrement. Donc aujourd'hui, on peut dire vous êtes décliniste parce que vous dites que nous déclinons. Ben non, les gens, ils le voient bien dans la rue. Ils voient ce que c'est que l'insécurité. Ils voient, vous voulez, donc, ou même les résultats scolaires, les classements PISA, etc. Ben voilà, c'était un bon exemple d'ailleurs. Pendant très longtemps, la propagande officielle, c'était le niveau monte.
Le niveau monte. Moi, j'ai entendu ça très officiellement. Le niveau monte, tout le monde le disait. Puis jusqu'au jour où... Ou le système médical français qui était censé être incomparable au monde et qui, en quelques années, montre donc, si vous voulez, ses limites. La réalité revient. C'est d'ailleurs pour ça, donc, que nos oligarchies, nos élites, entre guillemets, veulent utiliser la censure. Parce que la censure, c'est l'autre volet de la propagande. La propagande, c'est de diffuser un certain nombre d'informations, mais c'est surtout de censurer d'autres choses. Et donc c'est pour ça que notre système occidental, aujourd'hui, est en train de se resserrer dans un monde... il rentre dans la caverne, il veut nous faire rentrer de force dans la caverne. On était dans la caverne, il y a des gens qui ont commencé à sortir, ont commencé à dire « Ah mais attendez, c'est pas du tout ce qu'on voit là. » Ils étaient plutôt dans les médias alternatifs, c'était plutôt aux marges du système. Et puis alors là, on essaie de faire rentrer de force. Moi, il y a des choses que j'ai trouvées absolument extraordinaires. En 2022, il y a l'offensive russe en Ukraine. Quelle est la première décision prise par l'Union européenne ? Et par la France, bien entendu. C'est de censurer 2 chaînes russes, RT et Sputnik. C'est-à-dire que au moment même où se déroule un conflit, on commence à dire « Ah non, mais il ne faut surtout pas écouter le point de vue de l'autre ». Et alors, vous avez vu notre ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, qui a déclaré, c'est un ministre chargé de la diplomatie, qui explique « Si M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, m'appelle au téléphone, je ne le prendrai pas ». C'est quand même une nouvelle définition de la diplomatie, c'est-à-dire que je refuse d'écouter l'autre. Ah bon, alors là, ça veut dire qu'on s'enferme. On s'enferme. On veut rentrer dans la caverne, on est dans le sous-marin, on baisse le kiosque, là, on veut plonger sous l'eau, mais c'est une attitude qui est une attitude de défaite. Ça veut dire que le monde, le monde, il se moque de M. Barrot. M. Lavrov se moque de M. Barrot, d'ailleurs. On ne va pas discuter avec lui. Bon. Mais donc, ces gens veulent s'isoler, donc ils censurent partout, ils censurent tout ce qui est... vous avez dû voir les dernières déclarations sur ce qu'on appelle le bouclier démocratique européen, où on déclare, sans rire, que toute diffusion d'informations qui est contraire à la politique de l'Union européenne doit être censurée. Ah bon ? Donc, ça veut dire c'est une ode à la censure, je veux dire. Bon, donc ça, voilà. Donc, si vous voulez, ces gens, c'est aussi une preuve que la propagande s'affaiblit. Parce qu'on a besoin de... Le message positif de la propagande n'est plus suffisant. Il faut interdire carrément les pensées ennemies. C'est ça. Donc, c'est preuve que le système, c'est ce que j'écris, c'est la preuve que le monde est en train d'échapper à nos élites mondialistes. Alors se pose aussi quand même la question de la culture historique de ces dites élites, parce que vous évoquez M. Barrot et M. Lavrov, mais j'imagine que si l'actuel ministre des Affaires étrangères s'était intéressé à nos grands ministres des Affaires étrangères, que ce soit ceux de la monarchie ou de la République, il n'aurait pas ce réflexe. Donc on a des élites qui se durcissent, mais dont l'inculture est patente. C'est des élites molles, il ne faut pas oublier. Ils sont durs avec les faibles, mais à l'égard des forts, ils savent plus rien faire. Regardez l'attitude de la France vis-à-vis de l'Algérie. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'un grand quotidien du soir pour trouver que c'est très bien. Enfin, je veux dire, donc si vous voulez, ce sont des gens. C'est pour ça que le terme élite est ambigu. C'est pour ça que je préfère utiliser oligarchie. Parce que élite, ça a toujours un petit côté qualitatif. Malheureusement, aujourd'hui, ces élites n'ont pas réussi grand-chose. Je suis désolé. Regardez le bilan économique du Mozart de la finance. Regardons le bilan diplomatique de la France aujourd'hui, qui est catastrophique. Partout, mais il n'y a pas qu'en Afrique. Je veux dire, on est la risée de tout le monde. Je veux dire, bon. Donc, si vous voulez, on a ces gens n'ont pas un bilan extraordinaire. Ils n'ont pas un bilan extraordinaire. Alors effectivement, vous avez raison, je pense que certains ont dit méchamment, oui, c'est la génération du collège unique et de l'inculture, quoi. On n'enseigne plus les humanités, on n'enseigne pas trop l'histoire. Je veux dire, on ne connaît plus l'histoire. De toute façon, on enseigne une histoire idéologisée. Donc, je veux dire, ces gens, il y a une inculture dramatique. C'est des gens. Puis en plus,
moi je crois encore plus important que l'inculture, parce que l'inculture, d'une certaine façon, ça peut se rattraper. Le vrai sujet, c'est que comme je disais, c'est des élites molles. C'est des gens qui n'ont jamais rien risqué dans leur vie. Hein. Bon, ils ont risqué d'aller sur un studio de télévision, bon, d'accord. Enfin, c'est quand même pas... C'est pas Verdun, hein. Je veux dire, ils ont jamais rien fait, ils n'ont pas fait de service militaire, ils savent pas ce que c'est. Enfin, je veux dire, ils n'ont jamais rien risqué de leur vie. C'est pas de leur faute, d'une certaine manière, mais le résultat est là. Cette situation s'est déjà produite dans notre histoire. Je rappelle, au XIXe siècle, après les guerres de l'Empire, jusqu'en 1870, nous avons eu des élites qui n'ont rien connu, sauf si ce n'est très loin. Elles étaient trop jeunes pour la Révolution, trop jeunes pour les guerres de l'Empire. Et donc, ils sont partis dans des idées saugrenues, puis patatras, le rêve s'est effondré en 1870. Voilà. Bon, donc, nous sommes dans ce monde-là. C'est donc des gens dangereux. C'est donc des gens dangereux parce qu'ils ne connaissent pas le monde. Hein. C'est pour ça, quand je dis le monde est en train d'échapper aux mondialistes occidentaux, il échappe de deux façons. D'abord, parce que l'Occident a de moins en moins le pouvoir d'imposer sa volonté au reste du monde, comme il l'a fait au XIXe siècle. Et puis deuxièmement, tout simplement parce que le logiciel des oligarchies occidentales ne permet plus de comprendre le monde. C'est un grand paradoxe. Les mondialistes occidentaux, européens, ne connaissent pas le monde. Ils ne connaissent pas la Chine, ils ne connaissent pas les pays arabes, ils ne connaissent pas l'islam, ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils ne connaissent pas l'Afrique. Quand Emmanuel Macron désigne un ambassadeur pour les droits des LGBT à destination des Africains. Il est bien reçu au Cameroun. Voilà, il est bien reçu, puis il est bien reçu en général partout en Afrique, parce qu'on dit, mais de quoi je me mêle, alors que la déclaration des droits de l'homme africains, puisqu'il y a une déclaration des droits de l'homme africains, explique que le respect des traditions culturelles est une valeur qu'il faut respecter. Je veux dire, et nous, on arrive avec nos gros sabots, ah bonjour, vous savez, les hommes, c'est comme les femmes, etc. Puis alors, il faut libérer l'homosexualité, alors que dans la plupart des pays, c'est sanctionné. Bon, je veux dire, donc ces gens ne connaissent pas le monde. C'est ça le paradoxe. Hein. C'est pour ça que la situation est dangereuse. Ces gens ne connaissent pas. Comme, je pense, s'agissant du conflit ukrainien, ils ont complètement sous-estimé la Russie. Ils ont complètement sous-estimé la résilience de l'économie russe et la résilience de l'armée russe. Je veux dire, bon, donc ils sont partis dans des visions idéologiques. C'est pour ça que le reste du monde décrit nos dirigeants comme des gens non rationnels. Hein. Ils disent, vos dirigeants ne sont pas rationnels. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, vos dirigeants, enfin c'est notamment ce que dit le président russe, il dit, les dirigeants occidentaux, ils voient le monde au travers de lunettes idéologiques. Et donc, ils raisonnent en fonction de l'idéologie et non pas en fonction de la réalité, et notamment en fonction de l'intérêt national. Chose qui est complètement étrangère. Même l'expression intérêt national est complètement étrangère au discours aujourd'hui des oligarchies. C'est même un discours réactionnaire, parler d'intérêt national. Hein. C'est pour ça qu'on saute, on parle d'Europe, blablabla. Bla, bla, bla. Mais donc, je veux dire, c'est ça. Donc, le monde échappe aux mondialistes parce que leur logiciel est dépassé. C'est un logiciel qui ne fonctionne plus. Hein. Et on le voit avec l'islam, on le voit avec l'immigration. Leurs grands discours, tous les grands discours sur la laïcité, tout ça, ne fonctionnent plus, n'ont plus d'effet sur le réel. Alors vous dites aussi que l'Occident se caractérise par une économie en déclin. Oui. Donc c'est une chose importante dans notre monde. Oui. La zone du monde qui a vu tant d'inventions et qui a vu tant d'inventions mises en œuvre est aujourd'hui caractérisée par une économie qui décline. Alors, ces élites dont vous dites qu'elles sont ignorantes du monde réel, comment expliquer qu'elles soient d'une certaine façon inconscientes par rapport à ce déclin? Elles ont favorisé la désindustrialisation, elles ont voulu faire de la Chine la manufacture du monde. Pour quelle raison? C'est parce qu'il y avait des gros intérêts financiers derrière qui ont perçu qu'on allait passer du monde du secondaire au tertiaire. On apprenait ça en troisième ou en seconde. Hein. Oui, moi quand j'étais à Sciences Po, on nous expliquait la convergence des économies socialistes et capitalistes. Je m'en souviens encore. Hein. On nous expliquait, à l'époque, on nous parlait de M. Otasik. Vous vous souvenez pas, M. Otasik était un ministre tchèque de l'économie, qui était le messie,
qui expliquait que l'économie socialiste allait rattraper l'économie capitaliste, et réciproquement. Bon, alors c'est vrai, effectivement, nous sommes devenus une sorte de pays socialiste, oui, ça, il n'avait pas tort, mais dans l'autre sens, ça n'a pas marché, et le socialisme s'est effondré. Bon. Donc, alors je pense qu'il y a plusieurs réponses à votre question. D'abord, s'il y a l'hétérotélie, il y a un principe fondamental, c'est l'hétérotélie, qu'avait découvert le sociologue français Jules Monroe, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, le résultat ne correspond pas nécessairement à ce qu'on voulait faire. Bon, déjà, il ne faut pas l'oublier. Donc, tous ces braves gens avaient une vision idyllique du commerce mondial. Le doux commerce. Oui, le doux commerce, c'est pas nouveau. Adam Smith, bon, ce qui est d'ailleurs une bêtise, parce qu'en général, les puissances commerciales sont les plus agressives. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Donc, l'idée qu'il y avait un certain nombre de principes. Simplement, ils n'ont pas bien compris que les principes qui s'appliquaient à l'Angleterre du XVIIIe siècle... Et au Portugal, c'était oui. Les fameuses théories, les aiguilles des manufactures anglaises, le vin portugais, et qu'avec tout cela, les Anglais et les Portugais oui, c'est ça. faisaient des affaires dont on dirait aujourd'hui gagnant-gagnant. Voilà, sauf que ce n'était pas gagnant, puisque le Portugal n'avait aucune industrie, tandis que tout était en Angleterre. Oui, c'était ça. Bon, donc, si vous voulez, les gens avaient une idéologie économique. Le petit problème, c'est que cette idéologie économique, encore une fois, a été adaptée au cadre étroit de certains pays. Appliquée à l'échelle du monde, ça ne marche plus. De même, le principe de la richesse qui descend... le ruissellement ne fonctionne plus à l'échelle mondiale. Ce n'est pas vrai. Bon, donc, etc., etc. Donc déjà, il y a un biais idéologique, c'est-à-dire qu'il y a le changement de... C'est-à-dire que le changement d'échelle met en cause des principes qui pouvaient avoir leur valeur dans un cadre quasi bilatéral. Tout à fait. Ou un petit cadre national. Mais dans un cadre transnational, ça n'existe plus. Deuxièmement, il me semble que vis-à-vis de la Chine, il y avait, je dirais, soyons gentils, une sorte de racisme latent. C'est-à-dire que les Chinois, ils vont nous fabriquer des t-shirts, mais nous, on va conserver, vous allez voir ce que vous allez voir. Les produits à haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, les Chinois... ça m'arrive de temps en temps de rencontrer des petits jeunes et je commence toujours mon exposé en leur disant « Allez, on va faire un petit exercice. Où sont les ponts les plus longs du monde? Où sont les immeubles les plus hauts du monde? Où est l'autoroute le plus haut du monde? Où sont les trains qui roulent le plus vite dans le monde? » Chaque fois, c'est l'Asie ou éventuellement Dubaï, avec le Burj Khalifa. Mais je veux dire, regardez la Chine aujourd'hui, qui est en train de développer un logiciel d'IA qui est beaucoup moins cher et qui est manifestement au moins aussi performant que ce que font les États-Unis. La Chine est en train, lentement mais sûrement, d'arriver à rattraper la Corée du Sud pour les nanotechnologies et de faire des... alors, je ne sais plus la dimension, 4 nanos, je ne suis pas un grand expert, mais je veux dire, ils sont capables aujourd'hui de faire de la très haute technologie. Dans l'espace, il y a plus d'astronautes chinois que d'astronautes américains. Les Chinois sont en train de travailler avec les Russes pour faire une base permanente sur la Lune. C'est ça, le monde. Encore une fois, je reviens à Huntington. Le monde s'est modernisé sans s'occidentaliser. Aujourd'hui, nous n'avons plus le monopole. Alors, nous n'avons plus le monopole et nous ne l'avons même plus... on l'a perdu depuis longtemps, du point de vue militaire. Et ça, c'est un autre aspect que vous évoquez dans votre ouvrage, c'est que quand même, pendant des siècles, l'Occident s'est caractérisé par une suprématie militaire. Oui, oui. Enfin, 2 siècles. 19e et 20e. Oui, mais on peut quand même considérer qu'avant, à partir du 15e siècle et des grandes découvertes, les Espagnols conquièrent quand même l'Amérique du Sud avec peu de gens, mais un armement performant. Oui, mais surtout grâce à l'aide des Amérindiens qui se révoltaient contre la dictature inca et aztèque. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, vous fermez la parenthèse, mais on va marquer un tout petit temps d'arrêt parce qu'on a un petit bobino. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, nous recevons avec Axel Egnel, à l'occasion du Libre Journal de la Défense, Michel Geoffroy, auteur aux éditions Via Romana en 2024, d'un ouvrage intitulé Occident Go Home et sous-titré Plaidoyer pour une Europe libre.
Et nous étions à cet instant de l'émission où nous évoquions les fragilités du monde occidental. Merci. Et notamment la fragilité militaire et l'affaiblissement militaire par rapport aux puissances qui montent. Quand on évoque la montée en puissance de la Chine et notamment de sa marine, on voit bien que le monde occidental et notamment les États-Unis dans le Pacifique voient leur impérium menacé. Alors sur cet affaiblissement militaire, qu'en dire de plus ? Je reviens à la caverne. Nous avons été baignés dans une caverne hollywoodienne qui nous a survendu la surpuissance militaire américaine. D'une façon générale, d'ailleurs, la surpuissance militaire dans tous les domaines, même policière. Regardez les films américains, il y a toujours des hélicoptères, des dizaines de voitures de police. Enfin, c'est extraordinaire. Ils ont des moyens extraordinaires. On a vécu là-dedans. En tout cas, ma génération et les générations. Tout le monde pense que la réalité est quand même assez différente. Je pense aujourd'hui, il y a une question d'armement. Puis, je crois fondamentalement, il y a une question de morale. Les Occidentaux ne veulent plus mourir. Ils ne veulent pas mourir. Ils ont peur de mourir. Et la contrepartie, c'est que nous ne faisons plus peur. Je crois que c'est ça ce qui se passe. Et d'une certaine façon, la guerre en Ukraine en est une illustration. On ne fait plus peur. L'offensive du Hamas en Israël, c'est aussi la preuve. On n'a plus peur de l'armée israélienne. On est capable de lui infliger des coups terribles. Bon, donc je veux dire, c'est ça qui est dramatique. Et d'ailleurs, quand on évoque la défense de l'Europe ou la défense européenne, quelque chose m'amuse parce que je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, la Cour de justice des communautés européennes avait mis en demeure la France de mettre en œuvre le droit commun du travail pour toutes les activités militaires oui. non liées directement aux opérations. Alors, un certain nombre de personnalités, dont M. Borloo, s'étaient émus de cette affaire, mais j'imagine que du temps du général de Gaulle, on aurait renvoyé les juges dans leur but en leur disant les pattes, c'est une question de souveraineté. C'est une autre... Et là, non, il a fallu que les juristes de l'administration argumentent pour expliquer qu'on ne pouvait pas dissocier 2 types d'activités et appliquer le droit commun. Mais c'est assez amusant de voir que ceux qui aujourd'hui, à grand cri, parlent de la guerre, étaient les mêmes bien souvent qui, vis-à-vis de nos activités militaires, ont considéré qu'il fallait les civilianiser au maximum. Non, mais ça, c'est une grande constante de l'histoire de France. La gauche nous fait faire des guerres qu'elle ne veut pas financer au préalable. Elle ne nous a jamais préparés. Ça, c'est classique. Je veux dire, c'est pas nouveau. Depuis 1792, ça n'a pas changé. Donc, et qui plus est, ceux qui déclarent la guerre, c'est armons-nous et partez. Eux, ils n'y vont jamais. C'est les autres, c'est les gens de rien qui vont faire la guerre. Donc, voilà. Alors, je crois que sur le plan militaire, à mon avis, je crois qu'il y a le matériel. Vous êtes mieux placé que moi pour en parler, mais c'est vrai que je pense que comme nous avons perdu le monopole scientifique, il y a des domaines où on est en train de perdre aussi dans le domaine militaire. Mais je crois que fondamentalement, c'est le moral des troupes. Les gens veulent plus se battre. Aujourd'hui, on n'a pas envie de... D'ailleurs, en France, on avait arrêté le service militaire. Donc, on n'a pas envie de se battre, on n'a pas envie de mourir. D'ailleurs, mourir pourquoi aujourd'hui ? Excusez-moi de vous le dire, pour mourir pour les valeurs de l'Union européenne ? C'est une vraie question. Alors, c'est quoi les valeurs de l'Union européenne ? J'entends dire que nos états-majors travaillent, réfléchissent à la question du sens et de la finalité. Alors, vous allez c'est me dire mauvais que signe. C'est mauvais signe. Quand on commence à réfléchir au sens, cela dit, c'est qu'on n'en a pas. J'ai toujours pensé qu'avec la fin de la conscription et la création d'une armée, au moins pour l'armée de terre de type corps expéditionnaire, on dissociait le soldat du citoyen, oui, et que le sang du soldat de métier pouvait couler plus facilement que celui du conscrit. Et que donc la question du sens, elle se posait beaucoup moins pour un soldat de métier que pour un conscrit. Oui. Sauf que maintenant, on s'aperçoit que, notamment au recrutement, que si l'on recrute des gens qui ne savent pas pourquoi ils vont mourir ou ils veulent mourir, le jour où la tragédie éclate, on risque d'avoir des déconvenus. Oui. Déjà, la plupart des armées occidentales éprouvent des difficultés à recruter des soldats. Les États-Unis, ils ont été obligés de baisser de mémoire le niveau.
ils sont obligés maintenant d'avoir des gens obèses. Alors, à la fois pour des raisons idéologiques, parce qu'il ne faut pas les écarter. Et après, ils sont contraints de réduire le tour de taille. Voilà. par un Alors, le certain problème, nombre c'est que, d'exercices. je ne suis pas un grand spécialiste, mais un pilote d'avion obèse, à mon avis, il a du mal à rentrer dans le cockpit. Bon, enfin, du moins d'un avion de chasse. Bon, je veux dire, on en est là. La plupart des pays ont du mal à recruter. Bon, Mais c'est vrai qu'au-delà de, la Grande-Bretagne de mon a du mal à propos, qui est recruter. peut-être un peu anecdotique, ce que je veux Non. dire par là, c'est qu'il y a une vraie contradiction entre appeler à la mobilisation de l'économie de guerre, à pointer du doigt un danger à nos frontières, et puis d'autre part, avoir une ressource humaine qui est liée à une population vieillissante et pour lequel le sens de la vie et de la mort est extrêmement ténu. Bah oui, d'abord, enfin, les sociétés occidentales sont... Une des caractéristiques de l'occidentalisme, c'est l'individualisme radical. Je suis ma propre fin, je suis mon propre Dieu. Donc je n'ai aucune raison de me sacrifier pour les autres. Alors surtout pas pour la nation, mais je ne sais même pas ce que c'est que la nation. Bon, donc déjà, ça commence mal. Hein. Donc, ce qui n'est pas le cas des autres civilisations. Les Chinois savent ce que c'est que la Chine. Ils savent ce que c'est que la civilisation chinoise. Les musulmans savent ce que c'est que l'Oumma. Ils savent ce que c'est qu'être musulman. Alors, nous, on ne sait plus rien. Là aussi, la caverne est en train... Non seulement on est dans la caverne, mais elle est en train de s'effondrer sur les Occidentaux. C'est-à-dire qu'on découvre que, bah oui, quand on n'a pas de valeur, quand on croit que tout vaut tout, quand on croit que ce qui compte, c'est les droits de l'individu, quand on considère la religion, c'est un truc dépassé, ça n'a aucun intérêt, etc., on découvre qu'on n'est rien. On découvre que c'est le nihilisme. En fait, les Occidentaux sont dans un monde nihiliste. Ils vivent dans un monde... Mais nous sommes les seuls comme ça. Parce que les autres peuples sont tout à fait fiers de vivre leur identité. On en parlait tout à l'heure, le spectacle chinois de danse, là, l'équivalent chinois d'Holiday on Ice. De mon temps, c'était Holiday on Ice, maintenant c'est la Chine. Ça, c'est révélateur. C'est marqué 5000 ans de culture. Ces gens sont fiers d'eux-mêmes. Ils sont fiers d'être eux-mêmes. Mais quand on fait commencer la France en 1789... Et encore, à mon avis, ça va commencer à l'élection de François Hollande aujourd'hui. On a du mal à aller plus loin dans notre histoire. Donc là, nous sommes en fin de cycle. Hein, je veux dire, le monde s'écroule, la caverne est en train lentement de s'écrouler. Hein, mais c'est tout simplement que les valeurs... C'est pour ça que j'ai fait un livre qui s'appelait « Le crépuscule des Lumières ». Les valeurs de l'Occident dont il se targue, dont il est le seul à se targuer en réalité, sont des anti-valeurs qui ne débouchent sur rien, qui débouchent sur rien, quoi. C'est sur le néant. Alors j'ai la faiblesse et un peu la honte de ne pas avoir lu votre ouvrage sur le crépuscule. Vous serez sévèrement fusillé. Donc je vais le lire. Non, mais parce que on entend dire souvent que, une part de vrai, que nous sommes à la fois les héritiers de Rome, d'Athènes et de Jérusalem et des Lumières, lesquelles ne sont quand même pas nées comme ça. Un peu plus de Rome que de Jérusalem, mais enfin bon. Mais la question que je me pose, vous évoquiez l'individualisme, mais est-ce que ce qui nous arrive là n'est pas le fruit de l'individualisme des Lumières ? Oui, non mais... Et ça a mis un certain temps pour avoir des conséquences sociales. Le problème, oui, tout à fait, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer dans mon petit essai. Les Lumières, au moment où elles arrivent après la crise de la conscience européenne, pour reprendre Monsieur Hazard, un ouvrage célèbre, mais elles arrivent dans une société qui reste façonnée par les valeurs traditionnelles, et en particulier le christianisme. Donc, il se produit un espèce d'équilibre étrange, c'est que le caractère dissolvant des Lumières, l'idée que ce qui compte, c'est le bonheur individuel, hein, le droit au bonheur, enfin, je veux dire, vous imaginez, d'écrire dans une constitution américaine qui a un droit au bonheur. Là, quand même, on fait fort, là. Hein. Bon, tout ça a été compensé. Alors d'abord, ça a été arrêté par l'effondrement après les guerres révolutionnaires et les guerres napoléoniennes, mais surtout, la société a résisté. Seulement, progressivement, cette résistance s'est atténuée, et à la fin du XXe siècle, si je puis
puis me permettre, les idées folles, les vertus devenues folles, comme disait Chesterton, oui. ont fonctionné plein pot. Encore, je dirais, en 1950, il y a encore une société traditionnelle chez nous. La moitié de la population active est à la campagne. Hein. Je veux dire, c'est pas bon. Donc il y a des valeurs traditionnelles. Mais ça, c'est fini aujourd'hui. Donc effectivement, vous avez raison. Les valeurs, c'est le caractère dangereux de ces valeurs, et notamment cette idée qu'on peut construire une société idéale toute faite. Hein. L'idée qu'on peut contraindre les gens à la vertu. Hein, quand même, la terreur. C'est la terreur, c'est ça. Hein. La vertu, c'est la terreur. Bon. Donc tout ça, qui est donc la matrice de toutes les révolutions, et notamment des révolutions communistes qui ont joué. Mais tout ça était jusqu'au 19e, à la fin du 19e et première moitié du 20e siècle, disons, compensé par la résistance de la société. Et cette résistance a disparu. Et donc aujourd'hui, c'est une pente, ça dévale toute la pente. Hein, c'est comme une avalanche, et plus rien ne l'arrête. Hein. Donc voilà. Sauf que ça va s'arrêter parce qu'il y a un moment où les valeurs finissent par se contredire elles-mêmes. Et se retourner contre la possibilité même de regardez vivre en commun. Le wokisme met en cause la science, puisqu'il explique que non, il n'y a pas de science, il n'y a qu'une science blanche. Hein, puisque dans les universités américaines, on explique que si les étudiants afro-américains n'ont pas de bons résultats en mathématiques, c'est parce que les mathématiques sont une science blanche. Bon, donc, résultat, on ne va pas enseigner les mathématiques. Bon. Donc, on fait le contraire de ce qu'on disait au XIXe siècle. Au XIXe siècle, les progressistes prétendaient incarner la science contre l'obscurantisme religieux. Bon. Donc, tout ceci, de même l'internationalisme, qui était une valeur progressiste au XIXe, aujourd'hui, mais pas du tout. Ce qui compte, c'est les races, les ethnies. Hein. On est antiraciste, mais il faut quand même défendre il y a une ethnie, non, il faut défendre les Noirs, il faut défendre... Bon, je veux dire, l'indigénisme, c'est le contraire de l'internationalisme. Donc, si vous voulez, il y a un cycle. Toute révolution dévore ses enfants, et c'est vrai de l'idéologie des Lumières. Elle se dévore elle-même. Hein. Le système tourne en boucle. Bon, et voilà. Donc effectivement, il y a de mauvaises choses dans les Lumières. Il y a des choses qui étaient pas mauvaises. Personnellement, je considère l'idée de démocratie, l'idée que c'était jamais d'ailleurs que le retour à une conception européenne du pouvoir, hein, parce qu'il n'y a jamais eu le pouvoir n'a jamais été absolu, il n'y a jamais eu d'absolutisme réellement en Europe, en tout cas pas en France, en dépit de ce qu'on raconte sur Louis XIV. Ce phénomène idéologique, aujourd'hui nous vivons la fin de ces valeurs. Et pourquoi elles sont devenues folles, hein, je rappelle, parce qu'on évoquait Chesterton, qu'est-ce que c'est que des valeurs devenues folles ? C'est des valeurs dont certaines composantes sont érigées en absolu en négligeant les autres. Hein. Exemple, je suis désolé, quand le pape dit que ne pas accueillir les immigrants, c'est un péché, là nous avons l'exemple où il considère que l'accueil, la valeur d'accueil doit l'emporter sur toutes les autres. C'est une erreur. C'est une erreur. Il faut aussi tenir compte de la société. Commun, voilà, très bien. Donc, le système des Lumières, le bilan, moi personnellement, le bilan aujourd'hui des Lumières est quand même pas très bon. Hein, il n'est pas très bon. Il a débouché sur le nihilisme, qu'on le veuille ou non. Alors, dans ces conditions, le médecin, entre guillemets, que vous êtes, a décrit... Non, c'est parce que je reprends mon introduction où je vous disais que votre livre, le premier intérêt, c'est qu'il fait un diagnostic sur l'état de l'Occident. Mais peut-être que plus important encore, c'est que vous nous appelez au sursaut. Et c'est là où se pose la question. Presque tout semble perdu. J'allais dire tout semble perdu, fort l'honneur. Oui. Et non, il n'y a pas que l'honneur. Je suis même pas sûr que fort l'honneur, ce soit valable aujourd'hui. Mais quand vous dites hier, nos ancêtres ont mis les cathares hors d'état de nuire, alors que de nos jours, les foldingos conquièrent les médias et les États, qu'on a peur de tout en Europe. Hein. Oui. On a peur du climat, on a peur de la Russie, on a peur de la Chine, on a peur du terrorisme, on a peur de la crise financière, les bourses. On a peur des punaises de lit aussi. Les punaises de lit, le chômage, l'insécurité, les épidémies. On a la hantise du futur.
et c'est cela le projet progressiste, dites-vous, s'est transformé en hantise du futur. C'est ça qui est paradoxal. Donc, le tableau... Merci. Le tableau, apparemment... Enfin, le tableau est noir. Mais vous nous dites, page 131, voyons donc le monde comme un défi à relever et non comme une calamité à déplorer. Et ça, j'ai trouvé que cette phrase... elle était profondément mobilisatrice parce que je pense à nos enfants et nos petits-enfants. Et parfois, on s'étonne des problèmes démographiques en Occident, mais enfin, il n'y a pas qu'en Occident qu'on a des problèmes démographiques, mais comment on peut penser positivement l'avenir quand tous les jours, on vous raconte que les océans montent, que qu'il va faire très chaud, qu'il va faire très froid aussi, vous avez vu, maintenant, on ne sait plus très bien. Parce que si le Gulf Stream s'éloigne de nos côtes, on va avoir très froid. Oui. Bon. Et donc, vous nous dites, voilà, il y a un défi à relever et le monde n'est pas qu'une calamité à déplorer. Alors, dans ces conditions-là, parce que moi, j'attends aussi de vous et nous avons aussi des jeunes auditeurs ou nous avons des auditeurs plus vieux, mais qui ont un message d'espérance et d'encouragement et d'espoir à faire passer. Comment relever le défi ? Comment s'y prendre ? C'est un vaste sujet. Mais c'est pour ça qu'on a envie de l'aborder avec vous. Moi, disons que je me suis toujours efforcé dans mes petits essais de ne pas céder au noircissisme intégral, qui est en fait un des leviers de la propagande qui nous est imposé, parce que si on ne peut plus rien faire, à quoi bon ? On n'a plus qu'à tout abandonner. Bon. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur anthropologique, c'est une erreur philosophique, c'est une erreur religieuse. Le libre arbitre existe et il n'y a pas de fatalité historique. Je pense que malheureusement, c'est une des bêtises que le 19e siècle a inventé. C'est le fatalisme historique. C'est oublier que dans l'histoire, il y a plein d'imprévus. C'est le sens de l'histoire. Voilà, c'est le sens de l'histoire. Mais justement, l'histoire n'a pas vraiment de sens. Et j'essaie de garder l'espoir parce que je me dis... Alors on nous dit aujourd'hui, il n'y a pas de grands hommes, on ne voit pas apparaître les grands hommes ou de grandes femmes. Mais je dirais, c'est justement dans les situations de péril qu'apparaissent les grands hommes. Il n'y a pas, sans les guerres de religion, il n'y a pas Henri IV. Sans la guerre de 100 ans, il n'y a pas Jeanne d'Arc. Ça, je fais hommes et femmes. Je veux dire, donc, ce sont les circonstances qui créent, jusqu'à présent, les hommes capables de les relever. Et dans l'histoire, il y a deux types de comportements. Il y a ceux qui disent on ne va pas y arriver. Et puis il y a ceux qui trouvent la solution. C'est le mythe bien connu du nœud gordien. Les spécialistes, les généraux de plateau, explique à Alexandre qu'on ne pourra jamais défaire le nœud. C'est trop compliqué, vous n'allez pas y arriver, c'est pas possible. Et lui, il sort son glaive et il le coupe. Bon. Donc, ça veut dire plusieurs choses, mais ça veut dire qu'il y a justement la décision politique, c'est la décision qui change la donne. Et généralement, les gens qui font ça étaient des gens inconnus et imprévus. Personne n'avait jamais entendu parler de cette espèce d'obscur caporal d'artillerie corse, qui n'était même pas français. Sous-lieutenant. Sous-lieutenant, enfin bon, pardon. Oui, excusez-moi. Il était passé par... Excusez-moi, oui, après il était passé par une... Brienne le château. Brienne excusez-moi. Bon, mais bref, il parlait une langue qu'on ne comprenait pas, etc. Bon, il avait lu les classiques. Oui, bien sûr, et puis à l'époque, bon, bref. Mais il a complètement changé la donne. Bon. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je crois, je ne suis pas pessimiste au sens propre. Alors, deuxièmement, les peurs. Oui, les peurs, le système ne vit que par la peur. Il veut faire peur, mais la peur, ça veut dire quoi ? C'est lui qui a peur, c'est le système qui a peur, c'est pas nous. Il voit que son monde est en train de s'écrouler. Enfin, toute la thématique climatique, on va défendre le monde. On va défendre la planète, on sauve la planète. On va sauver la planète. Alors, outre qu'effectivement, c'est un retour des cultes octoniens. Enfin bon, c'est vraiment... Là, on remonte vraiment dans l'Antiquité européenne, très loin dans l'histoire. Cette idée que la Terre serait une planète vivante. Enfin bon, ça, c'est une idée quand même invraisemblable qu'on avait écartée depuis très longtemps. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est leur monde. Ils ont peur de la destruction de leur monde qui est en train de se passer. C'est ça, là. Il y a une projection, mais ils veulent faire peur. Il ne faut pas avoir peur. Comme disait Saint Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Alors, maintenant, il faut être réaliste. Et ce que je dis, c'est que
je pense que les voies du renouveau vont être très dures. C'est pour ça que vous citez Julien Freund. J'ai un texte inédit qui a été repris dans Éléments en novembre 2023. Je crois que ça vaut le coup de le citer pour nos auditeurs. Bah oui. Julien Freund disait « Il faut assumer la décadence, c'est-à-dire en prendre conscience, en vue de prendre les mesures les plus adéquates possibles. » On est au cœur de cette dernière partie d'émission, qui sans doute ne nous feront pas sortir de la décadence, alors espérons quand même que si, mais permettront d'instaurer un répit en attendant que les générations suivantes prennent le relais. Oui. Bon. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'abord, il faut avoir conscience que ça ne va pas continuer comme ça, gentiment. Hein. Quand j'écris ça, j'ai conscience qu'il y a une partie non négligeable des Européens et des Français qui pensent tranquillement, qui vont pouvoir vivre tranquillement avec leur petit vélo, leur petite trottinette, comme ça, dans un monde de bisounours. Tout ça va se dérouler tranquillement. Je pense que c'est une grave erreur, ça ne va pas se passer comme ça. Et de toute façon, vous dites que nos valeurs ne peuvent pas nous permettre d'affronter ce monde qui émerge. Non. C'est toujours la même idée. Je veux dire, le logiciel ne marche plus, il est obsolète. Il faut donc changer de logiciel. Ça veut dire qu'il faut, hélas, ou heureusement, une réforme intellectuelle et morale profonde. Il faut arrêter de croire à des bêtises en permanence. Ça va être très difficile, puisqu'aujourd'hui, toutes les institutions défendent ces valeurs. Donc ça veut dire qu'il faut, il va falloir affronter beaucoup de choses. Ça ne va pas être simple. Ceux qui s'imaginent qu'on va changer les choses en mettant un bulletin de vote, dans l'urne et puis terminer, fire and forget, après tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est faux. Il va falloir s'attaquer à des tas de sujets. Je veux dire, l'économie, il va falloir arrêter de croire que on va travailler de moins en moins. Je veux dire, il y a toute une série de choses. Donc, je veux dire, il va falloir faire des efforts. Il va falloir agir. C'est aussi un point, je mets à la fin, je dis, le monde ne va pas se sauver, notre monde ne va pas se sauver par des essais ou des émissions de télé ou des émissions de radio. Même à Radio Courtoisie. Aussi intéressantes soient-elles. Il va falloir quand même agir. Parler, c'est bien, mais il va falloir que des gens agissent. Un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui agissent. Et je prends un exemple, plutôt que de déplorer l'effondrement de l'éducation nationale, oui, c'est bien, mais peut-être qu'il faut aider au développement d'écoles libres, qu'il faut faut créer des cercles pour que les jeunes retrouvent la lecture, etc. Je veux dire, il faut agir, il ne faut pas se contenter. Alors, quand je dis ça, je ne veux pas être méchant, il y a effectivement des tas de gens qui agissent. Mais je trouve que c'est un des reproches qu'on peut faire au discours décliniste, si vous voulez. C'est que combien par an paraissent de livres qui critiquent tout ce que nous vivons. Enfin, je veux dire, il n'y a que des livres négatifs. Les livres où on essaie de dire, bon, allez, on arrête maintenant, on essaie d'agir. Il faut agir ensemble aussi. Il faut essayer d'arrêter les guerres picrocolines qui sont une des maladies françaises depuis les Gaulois. Non, mais c'est vrai qu'on dit, pour aller dans votre sens et l'illustrer par une maxime, on dit qu'on entend le bruit des arbres morts qui tombent, mais on n'entend pas l'herbe qui pousse. Oui. Et je crois que c'est important d'être attentif à cette herbe qui pousse, parce qu'on en voit un peu partout en France, dans des conditions souvent très difficiles. Je pense aux écoles hors contrat qui investissent pour l'avenir dans un contexte extrêmement difficile. Mais c'est vrai que à droite, depuis très longtemps, il y a aussi une tradition de se complaire dans le déclin. Bah oui, c'est commode. C'est assez commode de se dire on a raison contre tout le monde, je vous l'avais bien dit. Les autres sont des ânes. Si on m'avait aidé, comme disait Raymond DeVos, j'aurais pu faire des choses, oui, si on m'avait aidé, mais manque de chance. Votre ouvrage, là, Occident Go Home, et j'ai la faiblesse de penser que ma comparaison médicale avait quelque intérêt, c'est que vous nous donnez quand même... Alors des recettes, peut-être que ça pourrait faire l'objet, mais vous nous donnez des pistes. Je dis, il y a pas, je dis attention, c'est pas une question de programme. Les programmes, on s'en fiche. Non, mais c'est qui les met en œuvre, enfin qui les conçoit. La question, c'est une question de ressources humaines. Ça veut dire, il y a des circonstances qui permettent, à un moment donné, l'émergence d'une solution. Ces circonstances, pour l'instant, n'existent pas. Mais il faut un terreau quand même. Oui. Mais premièrement, ces circonstances n'existent pas pour le moment.
Je pense qu'elles finiront par exister parce que, comme toujours, la gauche nous conduit à la catastrophe. Et comme toujours, malheureusement, il y aura un jour une grande catastrophe qui va conduire à se reposer des questions fondamentales. Comme ça s'est déjà passé plusieurs fois dans notre histoire, malheureusement. Mais il y a... Bon, très bien. Deuxièmement, il faut des élites. Alors, les élites, aujourd'hui, on ne les voit pas. Mais je dis, personnellement, je les considère qu'elles sont invisibilisées. Il y en a aujourd'hui qui existent. Les chefs d'entreprise qui essaient, ou les agriculteurs, de créer quelque chose malgré tout. Les jeunes couples qui essaient de faire une famille, quand même. Les enseignants qui essaient d'enseigner, etc. Et les militaires qui font quand même des choses, etc. Donc, il y a des élites qui existent. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cadre global. Il n'y a pas de... Toutes ces actions sont, comment dirais-je, sont divisées. Elles n'agissent pas dans un même sens. Donc, une des tâches, c'est d'essayer de mobiliser tous ces gens-là. Alors, c'est pas très facile, hein, c'est très dur. C'est d'essayer de leur faire comprendre, de replacer leur action dans un cadre plus large. Axel. Oui, justement, à ce titre, dans votre livre, dans les remèdes, pour reprendre la métaphore utilisée par Philippe, vous évoquez les institutions internationales en disant qu'il y avait une nécessité à recréer un cadre qui permettrait aux différentes nations et à l'Europe, puisque vous attachez beaucoup à l'Europe, de pouvoir progresser et de se réformer. Est-ce que vous pouvez... Oui, alors là, c'est l'autre volet, c'est la conséquence de ce que je disais sur le fait que l'oligarchie ne comprend plus le monde. Je pense qu'une des choses que nous devons faire, c'est réapprendre à comprendre les autres nations, les autres civilisations, éventuellement pour s'en faire des alliés. Tous ne sont pas forcément hostiles, et le but d'une vraie diplomatie, c'est d'essayer justement de s'incruster dans les failles. Vous le dites dans votre livre, dans les c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer ce monde multipolaire comme constitué de pôles intangibles. Oui, bien sûr, il faut une agilité, une mobilité diplomatique qui permettent de jouer. Si le ministre des Affaires étrangères russe m'appelle, je ne le prendrai pas. C'est sûr que ça, ce n'est pas la bonne stratégie. Donc, il y a besoin il faut qu'on réapprenne à redécouvrir le monde. Hein. Je veux dire, on est dans la situation, en quelque sorte, de nos ancêtres quand on a découvert l'Amérique, quoi. Il a fallu faire une nouvelle cartographie, comprendre que des espaces qui étaient vides étaient peuplés, qu'il fallait tenir compte de ça. Donc il faut que nous sortions de notre... C'est un des thèmes de mon livre, c'est faut sortir de cet Occident, c'est-à-dire arrêter de courir après l'oncle Sam, qui de toute façon s'éloigne de plus en plus de nous. Il faut commencer à penser nous-mêmes, et pour ça, il faut être capable d'avoir nous-mêmes des relations avec les autres, mais qui soient des relations d'égal à égal. C'est pour ça que j'évoque le traité de Westphalie. Alors évidemment, c'est un peu paradoxal d'évoquer le traité de Westphalie aujourd'hui, mais c'est quand même ça. Hein, les autres nations veulent que nous respections le traité de Westphalie, que nous ne respectons plus. Ils veulent qu'on respecte l'égalité des États, la souveraineté des États, qu'on ne se mêle pas des affaires des autres. Hein, qu'on ne vienne pas dire c'est pas bien, là, votre politique familiale, ça ne nous plaît pas. Hein, pas de morale en politique étrangère. En plus, on donne des leçons de morale alors qu'on n'est pas très bien placé pour ça, et que les autres commencent à nous le dire. Hein. Vous avez peut-être vu voir, il y a je crois il y a 2-3 semaines, le ministre indien des Affaires étrangères, indien, à la lumière de ce qui s'était passé en Roumanie, a dit « ça serait bien que les Européens prennent des leçons de démocratie auprès de l'Inde ». Ah oui, parce que l'Inde, c'est quand même la plus grande démocratie du monde, par parenthèse. Hein. Bon, je ferme la parenthèse. Donc voilà, il faut arrêter de donner des leçons de morale aux autres, il faut arrêter de traiter les autres comme des sous-hommes, hein, et dire que toutes les civilisations sont égales. C'est pour ça que je dis qu'il faut retrouver la valeur de chaque civilisation. Hein. Nous ne pouvons pas prétendre incarner le bien absolu, éternel. C'est faux, c'est faux. Je crois que plus personne ne le croit d'ailleurs, y compris en Europe, mais les autres ne le croient pas. Hein, les autres ne nous croient pas. Les Africains rigolent. Et d'ailleurs, en lisant votre livre, j'ai repris un livre que j'avais sur mes étagères depuis longtemps, de Jacques Soustel, qui s'appelle « Les 4 soleils », publié en 1967. Il écrivait « Il est vain d'imaginer que notre civilisation puisse se maintenir durablement sur les vastes territoires d'Afrique, d'Asie et d'Insulinde, où elle a retiré son appareil politique depuis une vingtaine d'années, c'était en 1967, et personne ne peut dire si son halo continuera à s'y faire sentir,
Mais on peut en douter. Ce retrait pour une civilisation, c'est le premier signe, les premiers rites de la vieillesse. Non, mais le paradoxe, c'est que, si je prends le cas de la France, me semble-t-il, bon, les autres pays européens, c'est un peu différent, mais le cas de la France qui avait quand même une aura internationale, aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent du fait que la France, on ne l'entend plus. Écoutez, quand vous voyez que le président de la République reçoit un chef d'État étranger en présence de Madame von der Leyen, les autres qui viennent en France, ils disent « Mais attendez, ça va, on a compris, vous comptez plus. » Bon, je veux dire, donc, je pense que le monde attend quand même une voix française qui soit le retour d'une voix un peu traditionnelle, c'est-à-dire la France comme puissance d'équilibre, la France qui a aussi des intérêts géopolitiques propres. Hein. Il y a la francophonie, il y a un domaine maritime considérable, etc. Enfin, on attend ça, mais on ne l'entend plus, la France. C'est-à-dire, la France s'occupe de sujets qui ne la concernent plus, enfin, qui ne nous concernent plus. Bon, donc, il y a besoin de ça. Et donc, il y a une rencontre, je crois. Oui, mais quand... je reprends un peu votre analyse des Lumières, mais quand la vie politique ne consiste plus qu'à satisfaire des droits individuels, la question de la diplomatie, elle ne se pose presque plus. Donc, quand vous évoquez les chantiers à ouvrir pour l'avenir, ça veut dire quand même une remise en cause profonde des Lumières et en tout cas de leurs conséquences négatives. Ça veut dire une remise en cause profonde de notre déclin. Oui, ça c'est clair. Ça veut dire la diplomatie, je rappelle, la diplomatie, c'est quand même fondamentalement l'affaire des chefs d'État. C'est l'affaire du politique. Ce n'est pas l'affaire de la population française, hein, je veux dire, globalement. Donc, le sujet, c'est une affaire d'élite. Hein. Donc, moi, je pense, il faut que l'Europe, sinon, je raisonne comme ça, l'Europe est devenue toute petite à l'échelle du monde. Elle est malade, même si c'est différent selon les États. Nous, on est quand même très malade. Hein. La France est quand même la lanterne rouge de l'Union européenne, hein, dans beaucoup de domaines. Bon. Et donc, nous sommes dans une impasse idéologique et surtout maintenant, malheureusement, une impasse géopolitique, voire militaire. Hein. Bon. Donc, il est indispensable qu'on retrouve un espace. Parce que si on est traité sur le même plan que l'Estonie, bon, moi j'aime bien l'Estonie, enfin, je veux dire, on ne peut pas comparer. C'est la grande faiblesse de l'Union européenne, si vous voulez. C'est qu'elle met tout le monde sur le même plan d'une manière volontaire. Alors, comme il nous reste 10 minutes, mais vous avez parlé de l'Union européenne et puis de l'oncle Sam. Quid de l'Union européenne, dont vous nous dites dans le livre qu'il ne faut pas complètement l'abandonner, mais c'est peut-être plutôt la question de l'Europe dans laquelle, de toute façon, notre pays doit continuer parce que là, il y a la géographie, puis il y a l'histoire, donc on ne peut pas faire sans l'Europe, évidemment. Première question, quid de l'Union européenne? Et puis la deuxième question, c'est l'oncle Sam. Est-ce que l'arrivée de Trump change fondamentalement la donne que vous décrivez dans votre livre, c'est-à-dire le déclin de l'Occident? Donc il y a deux questions. L'Europe, voilà. Je dirais, pour faire court, l'Europe, c'est la France. Hein, c'est-à-dire que l'Union européenne, elle est financée par la France et l'Allemagne à hauteur de 40%. C'est nous qui payons. Mais curieusement, nous laissons tout faire. Donc ça veut dire que nous avons les moyens, si nous le voulons. Mais le problème, c'est que nos élites, nos dirigeants ne veulent rien faire, puisqu'ils sont mondialistes. Donc, ils pensent qu'il faut dépasser les nations. Donc, ça veut dire que nous avons les moyens d'imposer notre volonté à l'Europe si nous le voulons. Parce que si on ferme le robinet, les folies de Madame von der Leyen vont se terminer bien vite. Hein. On n'a pas d'argent. Hein. On n'a toujours pas prévu le remboursement des prêts faramineux passés par l'Union européenne pour le Covid, hein, je rappelle. Bon, donc, c'est pas demain la veille qu'on va financer une armée européenne dans ce rythme. Donc, je veux dire, premièrement, l'Europe, nous ne sommes pas démunis vis-à-vis de l'Europe. C'est une question de volonté. Malheureusement, les politiques ne le veulent pas. Enfin, nos politiques actuelles ne le veulent pas. Deuxièmement, je ne suis pas, ça va peut-être pas plaire à des auditeurs. Non, mais chez nos auditeurs, les positions sont variables. Je ne suis pas trop Frexit, parce que je pense que
pour prendre le contrôle d'un train, il ne faut pas sortir du train en marche, quoi, je veux dire. Puis deuxièmement, nous ne sommes pas la Grande-Bretagne, nous ne sommes pas une île. Hein. Et dans un monde de grande puissance, de grands espaces géopolitiques, je ne suis pas complètement convaincu qu'une nation toute seule est capable, même si la France a un hinterland, a beaucoup d'avantages que n'ont pas d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie. OK, mais je crois qu'on ne peut pas se séparer mais il faut réformer l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, c'est une fausse... Enfin, l'Union européenne, pardon, c'est une fausse Europe. Hein. C'est le diable et le singe de Dieu. Hein. Les européistes ont réussi à faire haïr l'Europe. C'est quand même une grande réussite. Très grande réussite. Bon, donc ça, c'est le premier point. Alors, sur Trump, vaste sujet. Moi, je pense que Trump, il y a plusieurs manières de le voir. Bon, d'abord, fondamentalement, c'est quand même un coup d'arrêt majeur à l'idéologie progressiste de nos oligarchies européennes. Depuis les années 60, nos oligarques prennent pour argent comptant tout ce qui vient des États-Unis. Toutes les folies américaines, on les a récupérées. Hein, depuis le féminisme agressif, la discrimination positive, le wokisme, tout ça, c'est venu, la pédagogie laxiste, etc., etc. Donc nous avons des élites qui ont été formatées dans l'idée qu'il fallait que tout ce qui venait des États-Unis était très bon. Patatras, il y a un président qui est élu, une nouvelle majorité qui, elle, prend le contrepoint de tout ça et qui dit « je rejette ce progressisme ». Alors là, nos élites sont complètement perdues. Et d'où le fait qu'elles diabolisent, parce que vraiment, c'est l'homme qui a détruit leur paradigme. Alors, je pense que le Trumpisme peut s'analyser de deux façons. Il y a le slogan MAGA, un Make America Great Again, qui peut s'analyser, c'est-à-dire rendons à l'Amérique sa grandeur, qui peut s'analyser comme la volonté, en quelque sorte, de restaurer la surpuissance américaine telle qu'elle était dans les années 80-90 après la chute de l'Union soviétique. Bon. Je pense que c'est un message interne. Il y a beaucoup d'Américains qui le croient. Bon, mais la vérité, c'est que c'est quand même très difficile de remonter une pente qui est quand même maintenant très largement dévalée. Mais bon, simplement, le mandat du président américain, c'est 4 ans. Hein, donc, c'est quand même très court. Avec des élections de mi-terme qui sont importantes. Bon, et puis, il peut se passer plein de choses. Hein, il peut se faire assassiner. Enfin, je veux dire, bon, donc voilà. Par contre, moi, je pense qu'il faut voir la politique qu'il met en œuvre. Et il me semble que cette politique, elle est, d'une certaine façon, pas vraiment la volonté de retourner à un état antérieur, mais en fait, elle traduit quand même les lignes de force du futur monde polycentrique dans lequel on est. Parce que qu'est-ce que c'est ? C'est la restauration de la notion d'État, de nation, d'intérêt national. De puissance. De puissance. L'État a la volonté que le gouvernement fédéral reprenne la main sur l'État profond américain. Ça, c'est quelque chose de très fort. Hein. Mais aussi les relations internationales. Trump, manifestement, préfère les relations bilatérales aux grands débats, les grands machins multi-États qui ne servent à rien, d'où son mépris pour l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est un machin qui n'existe pas. Hein. Bon, l'Union, quel est son numéro de téléphone, comme disait un ministre américain ? Bon, donc il y a ça. Il y a un autre point aussi qui n'est pas à négliger dans le Trumpisme, c'est le retour de la religion comme facteur. Alors c'est vrai que c'est très important aux États-Unis, encore que ça déclinait déjà. Et là, il y a un regain chrétien qui est important, qui d'ailleurs déplaît évidemment à nos élites, etc. Et puis, il y a un dernier point qui, à mon avis, est en train de se passer en ce moment, c'est la correction économique, c'est-à-dire que c'est le retour de l'économie réelle, l'économie qui produit des trucs, par rapport à l'économie financière qui ne produit rien, qui est une économie parasite. Hein. Il y a quand même ça derrière. Donc je pense que Trump, c'est à la fois ce qui explique sans doute son succès politique, le rejet du monde actuel, MAGA, on va revenir comme avant, et puis aussi quand même, on rentre quand même dans le monde réel, quoi. Hein, on va essayer de vivre, on va discuter avec les Russes, on va discuter avec les Chinois. Alors effectivement, il a une attitude brutale, hein, mais on sait très bien que ça ouvre toujours la voie à la négociation. Alors est-ce que vous pensez que dans ces conditions-là, nous pouvons nous inspirer de ce qu'on appelle le Trumpisme pour réveiller les consciences du point de vue de la nécessité de la puissance, et puis d'autre part un retour au réel du point de vue anthropologique, puisque ça fait partie aussi de son programme, du moins pour l'aile chrétienne, évangéliste ou catholique. Oui, alors je pense qu'on peut s'inspirer de lui
dans son refus du politiquement correct. C'est un élément de ses campagnes. Il a refusé de s'incliner devant les médias et devant les juges. Il me semble qu'il y a un certain nombre de nos politiques qui feraient bien de s'inspirer de cette attitude. Alors, deuxièmement, les États-Unis, ce n'est pas la France. Il y a un régime politique particulier. Deuxièmement, il est riche, monsieur. Donc, quand on est riche, on peut faire beaucoup de choses. Nos politiques ne sont pas tout à fait dans la même situation. Eh bien, écoutez, il nous reste 1 minute. Et donc, cher Michel Geoffroy, je vous remercie pour avoir consacré 1h30 de votre temps merci de m'avoir à invité, évoquer cet ouvrage « Occident, Go Home », plaidoyer pour une Europe libre. J'en recommande vivement la lecture à nos auditeurs. C'est à la fois un diagnostic et puis un encouragement à relever les défis. Le monde, c'est un défi à relever et ça n'est pas qu'une calamité à déplorer. Merci pour cette grande leçon. Merci, cher Michel. Merci.